Présent pour ce séminaire. Donc j'ai préparé en fait un séminaire en langue française, alors que j'utilise beaucoup plus l'anglais. Donc soyez pas étonnés de retrouver des mots un petit peu anglais à des endroits parce que j'ai des fois du mal à retrouver les mots français. Donc ça fait 11 ans en fait que je suis en poste à l'université de Leeds. Enfin 11 ans que j'habite en Angleterre et presque 10 ans à l'université de Leeds. Et donc là je vais vous parler en fait de mon expérience au sein du NICE. Donc quand j'ai rejoint l'unité académique d'économie de la santé de l'université de Leeds, j'ai contribué en fait à la décision en termes de recommandations des thérapies innovantes au NICE. Et donc le travail que je présente aujourd'hui en fait s'inspire de discussions que j'ai pu avoir avec Joachim Marty, qui est maintenant à l'université de Lausanne et qui était mon collègue à Leeds à ce moment-là. Et puis aussi mon étudiante en thèse, Seti Raïs, qui travaille actuellement spécialement en fait, sur des traitements de maladies orphelines. Donc là, ça présente en fait des questions qui sont plus liées à la décision en santé, de la façon dont elle est faite au NICE, parce que j'envisage en fait d'écrire un livre court qui sera en français en fait là-dessus, parce que je me rends compte très souvent que tout le monde ne comprend pas en fait comment ça se passe en France en tout cas. Donc je serais ravie d'avoir vos échos ici à Montréal, mais je m'intéresse aussi à beaucoup d'autres domaines de la santé, de l'économie de la santé. Et donc ma visite est jusqu'à lundi. Donc si vous voulez venir me rendre visite, j'ai un bureau ici. Donc n'hésitez pas, je serais ravie de discuter. Donc voilà. Alors là, l'idée c'est donc de parler en fait de la décision en santé au NICE. Donc le NICE en fait est un institut fondé par le NHS, donc le système de santé britannique. Et donc si on s'intéresse à la dépense de santé en Royaume-Uni, on se rend compte que c'est très similaire à ce qu'on va voir dans plusieurs pays. Donc autour de 8% du PIB en fait est consacré à la dépense en santé. Donc c'est relativement similaire, mais tout de même en dessous, par exemple, de la moyenne que l'on trouve dans les pays de l'OCDE, et aussi peut-être en dessous, en fait, de certains autres pays d'Europe qui seraient comparables. Donc, je pense qu'il y a des petites questions sur lesquelles je vais revenir là-dessus. Vous voyez ici plutôt l'évolution, en fait, de cette proportion. Donc, la proportion de la dépense de santé a changé. Donc là, on a des données qui commencent en 1960 et on se rend compte qu'à ce moment-là, on était plutôt autour de 3% et demi en fait du PIB qui était consacré à la dépense en santé. Et puis ça a été en augmentant en fait, en augmentant au cours du temps, très souvent avec des réductions qui étaient liées à des périodes de récession. Mais en fait, ce qu'on voit, et c'est là-dessus que j'ai envie de me concentrer, c'est plutôt que la récession, la dernière, en fait, il semblerait que les projections regardent plutôt vers une proportion en fait du PIB qui serait consacrée à la santé, qui a réduit et qui n'a pas l'intention d'augmenter. Et ça, c'est assez différent en fait de ce qu'on va observer dans d'autres pays de l'OCDE. Donc voilà, donc la part du PIB qui est dédiée en fait aux dépenses de santé diminue au Royaume-Uni, et c'est assez peu commun en fait de ce qu'on va voir dans d'autres pays développés. Et tout en ayant en fait tout de même une demande croissante de la santé au cours du temps. Et donc, à la fois, en fait, on peut se demander, mais est-ce que cette contribution en fait réduite n'est pas liée au fait que le NHS est tellement bon en fait à évaluer très bien ses décisions et à être vu très, très efficient. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Angleterre et notamment au sein du NHS, l'économie de la santé a été partie prenante dès le départ. Et donc on a vraiment en fait une intervention en fait des économistes, des questions qui s'intéressent à avoir le maximum en termes d'outcome avec le budget dont on dispose. Mais des analyses en fait récentes ont montré qu'il est possible d'avoir un manque en fait jusqu'à 30 milliards pour financer les soins de santé en Angleterre d'ici 2020-2021. Et en dépit en fait des 8 milliards qu'ils envisagent en supplément, et bien voilà, le NHS va devoir faire encore plus d'économies, en tout cas trouver des façons de financer ces 22 autres milliards qui sont nécessaires. Donc le NHS ayant déjà des outils d'économistes en fait utilisés, on va se demander comment ils vont s'y prendre. Et donc je pense que là-dedans, en fait, c'est important d'aller regarder quelles sont les stratégies qui sont à l'œil. Donc voilà, donc là ça vient du Guardian en fait, et donc ça résume un peu ce que je viens de vous dire en termes de difficultés financières dans lesquelles le NHS se situe, qui est très similaire en fait à ce qu'on va trouver dans d'autres pays. Donc quelles seraient les solutions en fait que l'on pourrait envisager pour anticiper ce déficit, ou en tout cas le faire? Donc la solution simple, ce serait carrément de l'ignorer et de cumuler encore un déficit, donc une dette en fait publique. Alors l'autre possibilité peut-être va être d'augmenter les impôts et la taxe. Donc le NHS en fait c'est un système de santé qui est gratuit au point de consommation parce que tous les individus en fait contribuent par taxation au système de soins en Angleterre.
Il pourrait y avoir aussi des coupes budgétaires en fait qui seraient faites dans d'autres domaines, dans d'autres aspects du gouvernementaux. Hein. On peut aller parler d'éducation, de transport, etc. Mais après, on va peut-être aussi aller regarder plus dans des limites qui vont être mises en place. Donc, par exemple, limiter la qualité des soins qui est fournie aux individus, limiter l'offre en fait de soins. Donc, peut-être qu'en fait l'étendue des services disponibles au sein du NHS pourrait être limitée, avec d'autres services peut-être étant financés en fait directement par l'individu lui-même. Donc, avec un rationnement en fait de l'accès aux soins. Donc, actuellement, en fait, le panier de biens et services offerts par le NHS pourrait être restreint, voire appelé à des paiements directs. Actuellement, les individus ne payent pas en fait pour leurs soins de santé puisqu'ils sont payés par la taxation de départ, mais donc là, par exemple, par des consultations qui seraient payées, ou alors aussi changer en fait le temps d'attente en créant de la priorité. Et donc moi, ce que j'ai envie en fait de discuter aujourd'hui, c'est plus globalement en fait. Il semble vraiment que le NHS en fait a déjà fait des choix qui sont d'amélioration en fait de l'efficience au sein du système de santé, et notamment en créant ce NICE, donc le National Institute for Clinical Excellence, qui est vraiment une institution qui guide en fait l'adoption des thérapies innovantes, donc avec un processus assez précis et assez prescriptif. Mais je vais revenir là-dessus. Donc voilà, donc à partir de 1999, le National Institute for Health and Care Excellence, donc le NICE, a été établi et donc a pris sa place. Et c'était l'une des premières en fait autorités de ce type dans le monde. Mais après, d'autres autorités en fait de santé ont suivi. Et donc le but initial, c'était vraiment de se dire comment est-ce que les soins sont fournis aux individus de manière nationalisée, parce qu'en fait, le NHS travaillait vraiment par trust, donc des choses régionalisées, et donc les soins en fait des individus dépendaient vraiment de l'endroit où ils étaient. Donc on parlait de postcode lottery. Et donc l'idée derrière en fait de la création du NICE, c'était vraiment d'éviter cette postcode lottery du système de soins. Donc le rôle un peu a évolué, mais encore aujourd'hui, l'idée c'est vraiment que l'Institut, le NICE, permet d'améliorer l'impact du NHS. Donc comment est-ce que le NHS produit du soin aux patients? Donc comment est-ce que la santé publique, des décisions de santé publique, mais aussi les décisions en termes de services de santé, vont améliorer la santé de la population dans son ensemble. Et donc le NICE aide à déterminer quels sont les traitements qui sont les plus efficaces et qui ont les meilleurs rapports coût-efficacité, donc qui devraient être fournis, couverts par le NHS. Permet d'identifier aussi les meilleures pratiques. Donc le NICE a aussi un rôle au niveau des pratiques de santé et s'appuyer vraiment sur l'évidence en fait la plus probante. Puis après apporter du conseil, du guide et soutenir en fait tous les fournisseurs de soins et les commissioners. Donc vraiment les personnes qui décident en fait de la provision de soins dans le système. Donc voilà, donc les principes de base de l'activité du NICE et donc de la première, en fait, le premier rôle que j'avais eu quand j'étais à Leeds, c'était vraiment en fait de participer à cette utilisation des preuves sur l'efficacité, mais aussi sur l'économicité. Donc le NICE en fait fonctionne par des comités, donc il y a plusieurs différents comités dans différents domaines et qui se veulent indépendants, représentant en fait chacune des domaines de travail en fait liés à la santé et qui se veulent non biaisés, donc avec des réunions régulières, avec un processus en fait ouvert et transparent, par exemple où le fabricant des médicaments en fait répond à la demande du NICE en complétant complètement un dossier en fait de recommandations, et ensuite ce dossier est examiné en fait par des experts et puis ensuite est discuté au sein d'un comité et puis la thérapie est acceptée ou non. Donc on va revenir là-dessus. Mais le NICE en fait prend vraiment en compte l'avis des patients ou des représentants des patients. Et ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup surprise quand j'étais à mon premier comité, c'est que systématiquement on a deux patients ou alors un patient et un représentant des patients présents autour de la table et participant à la décision, parlant de leur propre expérience de patients avec le traitement. Et donc là, je pense que c'est vraiment une spécificité d'avoir ce système de soins en fait qui se centre sur les patients et qui est allé en plus en évaluant. De même, le système en fait fait appel à une vraie consultation. Donc le comité d'évaluation des technologies innovantes va dans un premier temps, demander aux fabricants de remplir un document, ensuite au comité d'évaluation d'évaluer ce document, mais en même temps, il va y avoir une opportunité pour plein d'autres acteurs qui sont concernés par le traitement d'exprimer leur opinion. Et de la même façon, quand la décision est prise par le NICE, à la fin, une possibilité de faire appel ou une possibilité de commenter en fait les décisions avec toute l'information disponible sur Internet. Donc un aspect de consultation assez marqué. Et puis le NICE en fait a défini un cadre de référence
pour ces analyses d'évaluation économique, mais ce cadre de référence n'est pas du tout fixe dans le temps et en fait a été actualisé notamment par les évolutions méthodologiques en termes d'économie de la santé. En fait, il y a beaucoup de méthodes qui évoluent en termes de modélisation et ceux-ci sont pris en compte. Et puis, il y a des considérations en fait, qui sont faites de l'aspect de l'équité. Donc, je pense qu'au sein du NHS, on est vraiment sur un système qui se veut axé sur l'égalité, c'est-à-dire que chaque individu est libre en fait, d'aller voir le médecin et ne paiera pas parce qu'il a payé par taxation. Donc, la taxation en fait que c'est progressif. Donc, on ne contribue pas tous de la même façon, mais en tout cas, on est tous égaux et donc personne ne paye en fait, indépendamment. Mais bon, il y a des aspects en fait de besoin sur lesquels je vais revenir où finalement, des considérations qui sont plus liées à l'équité plus qu'à l'égalité en fait, ont pris part. Donc ça, c'est le portefeuille en fait du NICE. Donc en 2014, voilà toutes les responsabilités qu'avait le NICE, dont des responsabilités en santé publique, aussi en pratique clinique, et puis après d'autres aspects plus au niveau des médicaments et des technologies médicales. Donc voilà, donc différents domaines en fait dans lesquels le NICE intervient ou a des comités en fait de recommandation. Et là, je vous présente en fait le nombre de publications en fait liées à des recommandations que le NICE a pu faire au cours du temps. Et donc on voit en fait depuis le début de sa mission jusqu'à aujourd'hui, eh ben, qu'il y a une très grande croissance en fait dans le nombre, donc le volume en fait de publications, mais aussi on se rend compte, si on regarde un peu les couleurs, que l'activité s'est aussi diversifiée, qu'il y a eu de plus en plus en fait de domaines dans lesquels le NICE a fourni des recommandations pour une NHS. Donc un rôle en fait assez important. Donc moi j'ai vraiment travaillé essentiellement finalement sur la barre bleue là qui est ici, là celle qui est en bas, qui est sur les technologies en fait de santé. Et en fait, les choses dont je vais parler aujourd'hui, vraiment, ça s'intéresse beaucoup plus aux aspects qui sont là de la verte, là, donc soit les interventions de procédure, donc les aspects chirurgicaux, ou alors les aspects de technology appraisal, donc les thérapies innovantes, puis aussi les recommandations en termes cliniques. Donc, l'objectif en fait que le NICE a en tête et à cœur, c'est de se dire qu'il n'est pas possible en fait de financer ou de mettre dans le panier de soins disponible aux patients tous les traitements qui sont identifiés comme étant cliniquement efficaces. Et donc il va falloir s'intéresser non seulement à leur aspect de clinique, d'efficacité clinique, mais aussi à leur aspect de coût. Et donc voilà. Et donc en fait ce qui est bien résumé ici dans le comité du Parlement britannique, c'est de dire que the NHS, donc le système de soins, comme n'importe quel autre système de soins dans le monde, que ce soit public ou privé, doit se donner les priorités, doit faire des choix. Et donc ces choix, le problème ici, c'est pas si les choix doivent être faits, mais c'est comment est-ce qu'on va faire ces choix, comment est-ce qu'on peut savoir en fait que ces choix sont faits. Et donc en fait, je dirais qu'il y a deux niveaux de choix. On va avoir un choix qui est collectif, et donc ce choix collectif, il va chercher à répartir de manière optimale le budget dont on dispose, et puis ensuite d'obtenir en fait le gain maximum. Mais après, il y a peut-être aussi un choix individuel, particulièrement quand on parle de thérapie innovante, qui est de se dire, s'il y a une thérapie innovante qui est là et qui peut améliorer la santé des individus, en fait, il faut essayer de le mettre accessible aux patients, mais tout en respectant en fait ce choix en fait collectif qu'on a à faire aussi. Donc voilà, donc un arbitrage un peu important à prendre en compte. Alors, ce que j'essaie en fait d'illustrer dans le graphique que vous avez là, c'est de faire comprendre que, parce que quand j'ai commencé à enseigner, je pense que les étudiants très souvent ne se rendaient pas compte qu'un budget, on n'injecte pas régulièrement de l'argent dedans. Un budget, il est fixe, et donc si on veut faire un choix, ça veut dire qu'il y a des choix, des choses qu'on va déplacer, des choses qu'on va plus faire et des choses qu'on va continuer à faire. Donc voilà, donc là imaginons que ce sont les dépenses de santé. Donc on est à mon 8%, donc voilà, hop, on a tout le budget ici, les 8% du PIB qui sont là. Donc mon budget a sa limite ici. Et donc ce qui se passe, on va faire des choix en fait de thérapie. Donc regardons plusieurs thérapies, et donc je vais les présenter ici. Et donc là on imagine des thérapies par exemple qui apportent en fait un gain en santé en fonction de l'argent qui est dépensé plus haut et un gain en santé un peu plus faible en fonction de l'argent qui est dépensé. Donc là on parle de QALY. Donc le QALY en fait c'est cette mesure d'état de santé qui est très utilisée par les économistes, qui est l'année de vie en bonne santé. Donc c'est pas seulement la survie, et c'est pas seulement la qualité de vie, c'est les deux ensemble, c'est pris ensemble. Et donc en fait, ce qu'on regarde ici, c'est tous les traitements par exemple qui pourraient être couverts actuellement par le NHS. Donc voilà. Donc j'ai tous mes traitements qui sont ordonnés de manière décroissante. Donc j'ai un traitement qui concerne cet ensemble d'individus et voilà qui est financé, et puis ainsi de suite jusqu'au bout. Et donc voilà. Donc ça c'est les traitements par exemple que le système couvre. Et donc, ce qu'on sait, c'est que le dernier traitement sur lequel que j'avais choisi, il m'apportait un certain niveau d'années de vie en bonne santé, en fait, dépensé.
Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres traitements qui sont disponibles sur le marché. Il y a plein de médicaments qui ont des autorisations de mise sur le marché. Donc ici, on a tous les autres traitements en fait, qui sont autorisés à être sur le marché. Et donc parmi eux, il y en a certains qui ne sont peut-être pas aussi avantageux que ceux qu'on a choisis. Puis il y en a peut-être d'autres qu'on aurait envie en fait, de choisir. Et donc là, en fait, ce qui va se passer, c'est que le NICE va peut-être évaluer ceux-ci pour essayer de les faire rentrer. Et donc, ce qui s'est passé, vous avez bien vu, c'est qu'en fait, il y a des choses qui sont sorties de mon de mon budget, puisque de toute façon, il fallait réutiliser des ressources. Et donc, voilà. Donc, à nouveau, ici, on augmente finalement la santé, la bonne santé dans la population, puisque la précédente distribution me donnait ça. Et là, en fait, avec la nouvelle distribution, eh bien, j'ai un gain, en fait, en santé. Donc, les décisions que prend le NICE, c'est ça. C'est de se dire, est-ce que le choix que je vais faire va me permettre d'améliorer la santé globale dans ma population après coup. Donc, l'idée, en fait, qui est derrière, c'est d'aller chercher ce gain net. Et si ce qu'on va faire, en fait, est mieux après la décision, eh bien, en fait, on va prendre ce choix-là. Et si c'est pas mieux, eh bien, on va pas le faire. Et donc, en fait, l'idée, c'est que vraiment, cette valeur de la santé, elle est liée à la contrainte budgétaire qu'on a. C'est-à-dire que comme on ne peut pas rajouter de l'argent, il va falloir trouver pour financer. Donc, c'est assez fondamental de s'intéresser à cette contrainte budgétaire. Et donc, ça rappelle, en fait, en économie, un concept clé qu'on appelle le coût d'opportunité. Et donc, le NICE, en fait, aide vraiment à prendre en compte comment est-ce que la coût-efficacité de chacun de ces traitements, eh bien, en remboursant, si le NHS commence à en rembourser un nouveau traitement, c'est que forcément, il a pu le financer. Donc, à la marge, il y a d'autres endroits, en fait, on va avoir fait des économies. Et donc, c'est un peu illustré ici avec le lit. Et donc, la question qu'on se pose ici, c'est de se dire, est-ce qu'on peut augmenter les bénéfices en dépensant l'argent autrement ? Donc, c'est vraiment ça la question. C'est vraiment là que l'économie de la santé, comme moi, en fait, intervient. Puisque l'économie de la santé, c'est vraiment l'étude, en fait, de la pénurie et des choix. Et donc NICE, en fait, quand il évalue un nouveau traitement dans le panier de soins, eh bien, ce qu'il fait, c'est qu'il s'intéresse au nouveau traitement, au coût du nouveau traitement, par rapport au coût du traitement actuel. Par exemple, on soigne les individus avec ce traitement, on a une thérapie innovante, est-ce qu'on veut la prendre ou pas? Et puis, on va comparer la différence des coûts avec la différence des gains en santé. Et donc, on va se retrouver avec un coût, en fait, par année de vie en bonne santé qu'on veut mesurer. Donc, comme je disais, l'Equally, en fait, c'est cette mesure qui est le plus souvent utilisée parce qu'elle permet, en fait, de comparer des thérapies au sein du panier de biens et services, en fait, les plus différentes possibles. Donc voilà, donc en fait, quand on est en coût-efficacité, eh bien la décision qu'on prend, elle est par rapport à ces deux dimensions, ces dimensions de coût, donc moins coûteux, et puis plus riche, donc apportant une meilleure santé, ou alors étant moins efficace en santé. Et donc en fait, là c'est assez simple, c'est que si on était par exemple sur un nouveau traitement qui se situe dans cette zone-là, donc un traitement qui est à la fois plus efficient, donc apportant une meilleure santé aux gens et étant moins coûteux, eh bien la décision qu'on va prendre, elle est assez directe, elle est évidente, on sera intéressé pour le prendre. Ici, on a aussi une autre décision évidente. Si le nouveau traitement qu'on regarde, eh ben, il n'est pas efficace, mais qu'en plus il coûte plus cher, donc là, on n'ira pas le faire. Et donc au final, les arbitrages qu'on va faire se situent dans les deux autres cadrans. Donc le cadran en haut ici, et c'est le cadran qu'on va le plus souvent rencontrer, c'est le cadran en fait où on se demande si le gain en santé vaut le coût supplémentaire, parce qu'on est sur des thérapies qui sont innovantes, donc très souvent cliniquement efficaces, mais aussi plus chères. Et puis en fait, il y aura peut-être un autre arbitrage aussi à faire ici, qui est de se dire est-ce que la perte, donc là on est sur des thérapies qui coûtent moins cher, mais qui sont moins efficaces, mais peut-être qu'il peut y avoir du désinvestissement qui se fait ici en se disant est-ce que la perte en année de vie en bonne santé est acceptable pour les économies possibles. Donc si vous voulez, ce qui se passe en fait, c'est qu'il va y avoir ces courbes-là qu'on appelle des courbes de seuil, ces droites de seuil, en deçà desquelles on est intéressé et on se dit que ce sera un bon choix, au-delà desquels on ne peut pas se le permettre avec notre budget. Et donc voilà, donc ce sur quoi je veux focaliser maintenant, c'est vraiment ce seuil. Parce que le NICE a une spécificité par rapport à d'autres systèmes de santé. Donc depuis 2004, le coût d'opportunité, donc de ce coût-là dont je parlais, eh bien dans le NHS a été reflété par une valeur. Et donc le NICE a mis en évidence un seuil en fait de 20 000 à 30 000 livres sterling par QALY, en se disant en deçà de ces 20 000 livres par QALY, je pense que la thérapie que je regarde est très efficace. Entre 20 000 et 30 000, elle est efficace, mais on va aller regarder un petit peu le niveau, par exemple, d'incertitude au niveau autour de l'estime, la valeur estimée que l'on a. Mais au-delà de 30 000, eh bien en fait, on juge que la thérapie innovante ne rapporte pas suffisamment en termes cliniques par rapport au coût qu'elle va représenter. Et donc voilà, donc l'idée c'est vraiment d'avoir un petit peu deux points d'inflexion en fait ici à 20 000 et à 30 000 livres. Donc ce seuil en fait que NICE utilise, il l'utilise vraiment dans la décision, dans ces comités où je participais. Et donc on regarde et on se dit est-ce que c'est efficace ou pas 20 000 à 30 000.
Mais il y a eu des situations dans lesquelles il y a eu un peu un assouplissement. Et donc, depuis 2009, en fait, NICE a décidé que peut-être quand on parle de traitement en fin de vie, eh bien là, donc traitement en fin de vie des individus qui auraient moins de 24 mois encore à vivre et qui sont une petite part de la population, peut-être qu'en fait, on peut aller voir à la hausse ce seuil en se disant, bah, peut-être que 20 000, 30 000, ça a peu de chances de couvrir, donc on pourrait aller de 50 000 à 70 000. Et puis depuis 2012, ils ont commencé à se dire, ah bah oui, mais alors quand on parle des maladies orphelines aussi, peut-être qu'il faudrait un peu augmenter. Donc là, ils étaient à 80 000 jusqu'à en fait avril dernier, où là, on a proposé 300 000. Et donc ces aspects ici sont un peu sur le paradigme en fait, efficacité, donc efficience et puis équité. Est-ce qu'on peut avoir des cas particuliers? Donc, si vous regardez ici un graphique en fait des décisions du NICE, donc là, c'est toutes les décisions que le NICE a prises au cours du temps, entre 2007 et 2013. Et donc, vous voyez en bleu, c'est les thérapies qui ont été recommandées. En rouge, celles qui n'ont pas été recommandées. Et en vert, celles qui avaient été recommandées sous le fin de vie, en fait, le système fin de vie. Donc, j'ai pas encore de données sur les aspects des thérapies orphelines. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on se voit que, bon, alors, toutes les bleues, finalement, on voit presque ma belle ligne là, mais qui est plutôt à 30 000, hein. Donc au maximum en fait de ce que NICE est prêt à payer. Et puis bon, on a quelques verts en fait qui sont au-dessus, mais on a aussi quelques bleus qui sont au-dessus. Donc en fait, on se rend compte que le 20 000, 30 000, eh ben, il est très souvent à 30 000 et pas à 20 000, et peut-être voire un petit peu au-dessus. Et donc si vous regardez ici en fait un graphique donc, qui était dans le papier de Hélène Daquin, qui est vraiment très intéressant là-dessus, c'est regarder en fait la probabilité de rejet des technologies. Donc en bleu, c'est l'acceptabilité, et en rouge, c'est les technologies qui ne sont pas acceptées. Et donc là, vous avez en fait des coûts par quali. Et donc ce qu'on voit, c'est que peut-être que jusqu'ici, donc autour de 27 500 et 30 000, on a vraiment beaucoup plus de bleu. On a quand même des technologies qui n'ont pas été acceptées quelquefois. Mais on s'entendrait ici avoir que du rouge. Or non, on a quand même encore pas mal de bleu. Et donc en fait, l'idée ici, ce que j'essaie de vous mettre en évidence, c'est que peut-être le seuil n'est pas autant utilisé qu'il devrait l'être, parce qu'il n'est pas toujours respecté, et que le rejet de la technologie excède souvent en fait cette bande supérieure de 30 000 livres par quali. Et donc dans le papier en fait de Hélène et ses collègues, ce qu'ils voyaient, c'était que la probabilité de recommandation, elle était estimée à 50% pour l'intervalle en fait de 39 400 à 43 000, enfin presque 44 000. Donc ce qu'on a, c'est qu'en fait on était quand même à 50% capable d'être accepté en tant que technologie, même au-delà des 30 000 livres par quali. Donc voilà, donc les deux éléments en fait, que j'ai envie de mettre en évidence ici, c'est de dire le seuil, je n'ai peut-être que le nom ici. Donc la question, c'est de se dire si l'intervalle déjà n'a pas de justification. Donc cet intervalle de 20 000, 30 000 est apparu en fait en 2004 par rapport aux décisions que le NICE avait prises auparavant. Donc il n'y a pas vraiment de justification empirique, et on a presque l'impression que voilà, le vent était par là, on a mis 20 000, 30 000. Donc la question en fait, c'est de se dire pourquoi c'est 20 000, 30 000, et surtout 20 000, 30 000 depuis 2004, donc complètement invariable, n'a pas changé du tout dans le temps. N'a pas tant changé alors que les conjonctures économiques ont changé, la productivité de la santé a aussi changé. Donc on pourrait se demander en fait comment est-ce que ce seuil n'a pas changé. Puis si on revient à mon graphique où je vous montrais un petit peu mes caractéristiques, si on parle vraiment de coût d'opportunité, l'idée c'est de se dire mais alors ce qu'elle vient de démontrer, c'est que ce seuil-là, il change à chaque fois. Et oui, donc probablement, en fait, il y a des aspects de coût réel d'opportunité qui ne sont pas pris en compte. Après, je vous ai montré aussi qu'en parallèle, il y avait des différenciations en fait, qui apparaissaient ici, dans certains cas de figure. Et bon, si on fait des écarts pour certains groupes, moi j'ai envie de dire, est-ce que c'est légitime? Pourquoi certains groupes et par rapport à d'autres? Vous voyez, c'est toujours cette histoire de priorité. Et donc il y a une thèse en fait qui a été réalisée très très récemment, où l'étudiant en thèse en fait parlait de débordement institutionnalisé, en disant peut-être que ces changements en fait étaient faits pour répondre à une pression que recevait le NICE de la part d'industriels, de représentants des patients. Et donc, les résultats empiriques démontrent qu'en fait, effectivement, il semble qu'il y a une pression, en fait, que le NICE vit, en tout cas, les décisions vont au-delà. Et donc, mon second point, c'est de dire que ce compromis, en fait, fait bon parapluie mais mauvais toit. Donc, en fait, on n'est pas complètement protégé, parce que si on revient à l'idée que NICE prend des décisions pour le NHS, qui est responsable en fait pour tous les patients du Royaume-Uni, eh bien chaque décision de recommandation, en fait, elle n'impacte pas que l'individu qui va recevoir le traitement. Elle impacte l'individu qui recevra le traitement, qui bénéficiera de cette thérapie innovante, mais aussi tous les individus en fait qui vont y perdre un petit peu dans le soin qui ne sera pas donné à eux, parce que l'argent en fait qui était au départ investi dans leur cas de figure comment on pourrait dire, déplacé en fait. C'est vraiment en anglais on appelle ça le displacement. Donc en fait, ils supportent le coût d'opportunité de financer cette thérapie innovante.
Et donc, dans ce cadre, en fait, d'aspect de coût d'opportunité, il y a des travaux, en fait, très intéressants qui ont été faits par Clark Clarkson et ses collègues à l'Université de York, où ils ont essayé un petit peu de regarder avec des données rétrospectives quel serait le seuil idéal de coût par quali, en fait, qui devrait être utilisé, de façon, en fait, à impliquer une réallocation des ressources qui fait plus de bien que de mal. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de se dire, je vais porter un jugement de valeur sur la santé qui est gagnée de ma décision, mais aussi regarder quelle est la santé qui est perdue. Et donc, dans population globale, vraiment regarder, vous vous rappelez cette zone que j'ai montrée tout à l'heure un peu orangée, c'est de se dire, mais alors comment est-ce que cette zone-là, en fait, est-elle vraiment un gain ou, par rapport aux pertes potentielles? Et donc, en fait, l'étude de Clarkson, qui est très bien, assez solide avec beaucoup de données, eh bien, a démontré que le seuil idéal devrait se situer autour de 13 000 livres par quali. Qu'au-delà de 13 000, en payant plus, eh bien, en fait, on fait plus le NICE, en fait, prend des décisions qui font plus de mal que de bien. Donc, si vous êtes intéressé de regarder, il y a plein d'articles, en fait, de journaux qui s'étaient intéressés à ces travaux au moment où c'est sorti, parce qu'il y a une énorme controverse, qui est de dire non, ce n'est pas parce qu'on paye plus pour quelque chose qu'on fait mieux. Et donc là, je pense que c'est des éléments assez intéressants. Donc, en guise de conclusion, ce que j'ai envie de dire, c'est que je pense que les critères d'efficience, comme là, par exemple, le seuil, sont nécessaires. Et donc, ils ont besoin d'être là pour éclairer la décision publique, surtout, en fait, parce qu'ils nous permettent de nous dire, est-ce que la décision que je prends aujourd'hui est la même que j'ai prise hier, avant-hier, est la même que j'ai prise pour les patients avec un cancer ou les patients avec des maladies neurologiques. Donc voilà, se poser un peu ce genre de questions-là. Et je pense que le décideur politique, comme défini ici au Royaume-Uni, dispose vraiment d'un cadre prescriptif, donc par le NICE, en fait, un cadre prescriptif qui permet, en fait, de regarder vraiment ce seuil de coût-efficacité. Et donc, le NICE est le seul, en fait, et le Royaume-Uni, donc, est le seul pays où il y a vraiment un seuil explicite de coût-efficacité qui est mis en œuvre. À la fois, comme je vous ai montré, eh bien, ce seuil n'est pas forcément clairement utilisé, ou en tout cas à plein d'écarts, en fait, à la valeur qu'il y a. Donc, à titre indicatif, vous avez d'autres pays qui utilisent des seuils, mais aucun d'eux ne le fait de manière explicite. Et donc, comme vous voyez, ces seuils-là vont varier beaucoup des uns aux autres. On ne sait pas non plus comment ils sont définis. Et donc, je pense que l'outil de décision, eh bien, il est vraiment explicite au NICE, il est très transparent, mais bon, il a des faiblesses, et je pense que ces faiblesses-là sont importantes à discuter, surtout quand on se rend compte qu'il y a d'autres pays, peut-être, qui se posent la question, en fait, de définir un seuil et comment ils vont le définir. Voilà, je vous remercie.